La France en est chassée État après État, au profit Il y a eu le d'ailleurs... Mali, le Burkina Faso C'est déjà. ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste aussi, après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors les gars, aujourd'hui encore, on va parler du continent. On va parler de l'actualité qui prévaut toujours au Niger. Voilà, parce que ça touche au développement. Et vous savez, notre chaîne parle de développement. Donc, tout ce qui touchera au continent, tout fait qui fera éruption sur le continent. Tant que cela touchera au développement du continent, ben, on parlera tout le temps sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler encore de la situation au Niger. Et pour ça, tout à l'heure, je serai avec un ami avec qui on va parler. On va essayer de débattre un peu de la situation actuellement au Niger. On évoquera bien entendu les dernières nouvelles et aussi de la CEDEAO. La CEDEAO, clairement. Cette CEDEAO qui est purement manipulée par la France, faut plus on va se cacher. Ce ne sont plus des choses qui sont secrètes, voilà, ce sont des choses qui sont sûres. On sait tous que c'est la France qui tire les ficelles, c'est la France qui est derrière la CEDEAO, qui manipule cette CEDEAO, même si à l'intérieur, tous les États, tous les pays ne sont pas d'accord. Mais bon, le Big Boss estime que ses intérêts sont menacés en Afrique, il faut agir, il faut agir. Voilà, sa position stratégique est menacée, ses intérêts économiques, parce que maintenant il ne se cache plus, ses intérêts économiques, qui ont été ou bien économiques. Avant il se cachait sur le fait qu'il venait peut-être nous sauver de je ne sais quoi, ou bien nous protéger de je ne sais quoi. Mais maintenant c'est clair, c'est net, il ne se cache plus. Intérêts économiques sont menacés. Donc comme c'est menacé, ben il faut agir, il faut agir, il faut agir. Et malgré le fait que même les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie appellent à la désescalade, non, voilà, ils brandissent toujours la menace. La menace avec la dernière sortie de leur ministre des Affaires étrangères qui disait que la CEDEAO, que le Niger, pardon, les putschistes Niger devaient prendre encore très au sérieux la menace de la CEDEAO. Bon, tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? À un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Voilà, c'est pas à vous de choisir les présidents pour nous, c'est pas à vous de dicter les règles sur le continent. Ben, on ne sont plus à l'époque coloniale. Il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Et les gars, moi je pense que face à ces agissements, les Africains doivent rester beaucoup plus unis, beaucoup plus forts. On doit soutenir purement ce peuple frère du Niger. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut soutenir fortement ce peuple frère-là. Oui, moi, je pense qu'il faut encore plus les encourager, leur donner la force de pouvoir résister. Parce que certainement, le destin de l'Afrique se joue au Niger. Et je pense qu'à partir de ce qui va se passer au Niger, beaucoup de choses vont certainement changer en Afrique. Les contrats bidons, les accords, les protocoles bidons signés, je pense que tout ça va mettre fin. Voilà, et ça sera l'occasion pour nous de chasser tous les ennemis de l'Afrique. Ceux qui pensent que l'Afrique est un terrain de football sur lequel on vient jouer et puis par derrière signer les gros contrats et tout. Voilà, tout ça, il faut mettre ça dehors. Il faut mettre tout ceci derrière nous parce qu'on n'a pas besoin pour notre développement. L'Afrique a les moyens, l'Afrique a le potentiel, l'Afrique a les ressources pour se développer. Il faudrait qu'on se concentre dessus parce que ouais, la nouvelle génération veut le développement, la nouvelle génération veut le changement. Et ça, on cessera de le dire et on parlera toujours de ça. Ici, tant que cela touchera au continent, ce beau continent, ce riche continent que nous aimons, que nous protégeons et que nous souhaitons son développement. Et donc, les gars, on va parler tout de suite avec cet ami-là à la suite de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Et bien, voilà, vous pouvez par la suite donner vos avis, voilà, vos impressions sur tout ce que nous allons débattre. C'est parti, les gars, et à tout à l'heure.
salut à toi. Si tu me découvres la première fois sur la chaîne, je suis Noël Kwasi. Je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Ici, comme vous le savez, pour les anciens, on parle de business, d'investissement, de développement et d'opportunités d'affaires. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de développement parce que voilà, c'est l'Afrique. Et je suis avec M. Fana Racine. C'est tellement, il y a pas mal qui suivent la chaîne qui le connaissent déjà. Mystère Crypto, regardez derrière moi. Vous voyez un peu toutes les codes qui sont là. Je suis une à apprendre aujourd'hui, les gars. Mais non, mais on parlera pas de ça. On parlera beaucoup plus de la situation au Niger, comme je l'ai énoncé dans l'introduction, de tout ce qui se passe. Donc, on va voir ensemble un peu l'actualité. Alors, Mystère. Yes. J'espère que tu vas bien. Super. Heureux comme d'habitude de te rencontrer. Toujours heureux de te recevoir, mon frère. Parfait. Bon, comme je dis dans mon introduction, je pense qu'on va être beaucoup plus précis, clair. Aujourd'hui, on va parler des business. C'est ça. On voit que l'actualité qui mine le continent, qui est la situation au Niger. Ouais. Et étant africain, on se doit quand même d'en parler. Parce que bon, tout le monde souhaite le développement de l'Afrique. On est maintenant fatigué de tout ce qu'on a pu vivre. Voilà, il y a une nouvelle génération. Ouais. Donc, à chaque fois que les éléments arrivent, il faut en parler. Donc aujourd'hui, quand même, j'ai voulu qu'on en parle un peu. Ouais. D'accord. Alors, je voulais d'abord vous poser une petite question sur cette affaire-là. Déjà, toi-même, comment tu vois la situation actuelle, en fait, au Niger, en fait, comment tu vois un peu la situation de façon générale? Comment est-ce que tu vois la situation? Ben, merci beaucoup, mon frère, parce que d'abord, ce qu'on va dire, c'est de dire on apporte tout notre soutien au peuple, parce que c'est le peuple qui est le premier à souffrir de tout ça. Ouais. Parce que déjà, avec les sanctions, on sait que la vie sera encore plus compliquée. C'est clair. Surtout avec la situation, je dirais, mondiale qui a été déjà précarisée par Covid, tout avec la guerre, tout ça là. Donc, malheureusement, c'est le peuple qui souffre et ils ont tout notre soutien. Mais bon, tu sais, c'est triste, mais c'est quelque chose qu'on est en train de subir. Cette série de coups d'État qui a commencé par le Mali, Burkina, la Guinée et maintenant, malheureusement, le Niger. Pour moi, faut revenir à ce que les Poutis disent. Problème de sécurité, problème de gouvernance. Voilà quoi. Donc, pour moi, bon, le bilan est mitigé, hein, voilà. On ne soutient pas les putsch. Oui, bien entendu. On souhaite pas de coup d'État, mais il faut pas du tout que les dirigeants donnent l'occasion même pour que quelqu'un puisse aller jusqu'à un coup d'État, en fait. Voilà, je pense qu'on va en parler en détail. Mais pour moi, mon avis, c'est que c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, mais déjà, moi j'ai un petit constat que je fais déjà. Je remarque beaucoup plus quand même de coups d'État dans le Sahel. Moi je cherche quand même plus ou moins une explication. C'est vrai, hein, après l'explication elle est là tout de suite, parce que les gens nous disent, nous vendent sur les plateaux télé, on se pose de quoi il s'agit. Mais derrière, à ton avis, qu'est-ce qui peut expliquer cette série de coups d'État? Parce que je suis sûr que c'est pas fini. Ben moi je pense clairement que on est en train de rentrer dans une phase, je dirais, dans un nouveau paradigme. Tu sais, tous les coups d'État, malheureusement, c'est la zone francophone. Faut pas oublier ça. Voilà. Faut pas oublier ça. Et puis, c'est des zones, généralement, où on était un peu en proie à une certaine instabilité. Sécuritaire, surtout. Voilà. Parce que, bien vrai qu'on a beaucoup parlé de la zone CEDEAO, mais il y a eu aussi le cas avec Idriss Déby, au Tchad. Donc, toujours est-il que ce sont des anciennes colonies françaises qui, actuellement, avec, je peux dire, la nouvelle mouvance russe qui est en train d'arriver dans la zone francophone, qui voit en fait ce changement, je peux dire, de régime. Donc, pour moi, on est face à un nouveau paradigme géopolitique qui est en train de se dessiner. Et là, les pays les plus, en tout cas les moins solides, sont en train de partir, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Effectivement, c'est un point que tu soulignes. Mais moi, personnellement, ce que je voyais, je me disais que, moi, je crie tout le temps pour dire que, écoutez, quelque chose qu'on fait depuis qu'il ne change, qu'on voit rien ne change. Ouais. On est là, on est sur les mêmes choses, sur les mêmes bases, rien n'évolue, rien ne change. À un moment donné, forcément, les gens s'est dit, mais bon, ça suffit, quoi. Voilà, longtemps, on est resté avec cette histoire de démocratie en gris, parce que, bon, honnêtement, démocratie en Afrique francophone, pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe. Tu fais bien de le dire parce que, pour moi, la démocratie ne doit pas avoir une seule définition, en fait. Ouais. Chacun
C'est pas la diffusion que les autres là nous Justement, il faut que les Africains aujourd'hui, pour moi, arrivent à créer un nouveau modèle démocratique qui ne soit pas forcément calqué sur celui du vieux continent. Parce que les pays sur lesquels nous calquons, c'est des pays qui ont des centaines d'années d'existence. Ça veut dire qu'ils ont vraiment une connaissance en démocratie. Voilà, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de beaucoup de choses. Et on peut pas copier comme ça, venir coller du jour au lendemain, et puis ça va prendre comme... Ça ne marche pas, puisque depuis les années 60, après les indépendances, soit une seule personne reste au pouvoir pendant 40 ans, ou bien on assiste à des coups d'État. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part le modèle ne marche pas. Donc aujourd'hui, naturellement, les peuples africains doivent se poser la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas changer de modèle? La Chine, d'aucuns parlent d'autoritarisme, de dictature, mais est-ce que ça ne marche pas? Bien sûr. La question reste à poser. Aujourd'hui, on a vu l'Allemagne qui a un système parlementaire où Angela Merkel a fait plus de 4 mandats, par exemple. Est-ce que c'était mauvais? Non. C'est la démocratie aussi. Bien sûr. On voit chez les Indiens, c'est la même chose, c'est le premier ministre qui gouverne. On voit en Angleterre, c'est la même chose. Est-ce que forcément c'est le système ou bien le modèle français ou bien francophone qui doit prévaloir sur tout cela? Moi je dis non. Oui, mais il y a un problème, tu sais, comme tu l'as dit, en même temps que j'ai fait bien en parler, tu as souligné ce cas. Moi, personnellement, je pense que tous ces coups d'État là sont dus au fait qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on en a marre. Moi, personnellement, on en a marre. Parce que c'est un peu comme c'est eux qui nous dictent les règles. Ils viennent nous dire, ok, c'est tel président qu'on veut. On va se cacher, hein, c'est la vérité. Bien sûr. L'Afrique francophone, surtout avec la France, il n'y a pas de langue de bois. La même manière, ça sert actuellement sur les plateaux de télé pour dire clairement que ils sont là pour leurs intérêts. C'est comme ça que nous, on doit plus se cacher pour dire réellement ce qui se passe. Bien sûr que oui. Les présidents francophones qui les veulent, c'est la France qui les veut. Mais pour preuve, même quand, après chaque élection, tout le monde attend la validation de la France. Sinon, même si c'est pas moi, je dirais que si c'est Kuala Lumpur, le président de Kuala Lumpur qui fait une déclaration pour dire qu'on valide ton élection, ça n'a aucune valeur chez nous. Mais quand le président français sort pour dire que les élections se sont très bien passées dans le pays ici, c'est fini. Et la communauté internationale a validé. Tout le monde suit. Tu vois, j'ai un petit truc qui me fait quand même briller un peu plus ou moins avec cette histoire-là. Tu vois récemment ce qui s'est passé au Tchad. Après la mort du père Déby, je pense qu'il y a une semblant de coup d'État parce qu'il s'est passé. Bien sûr, on ne sait pas. À une élection. Bien sûr. Il y a une substitution. Bien sûr. Un peu comme on était dans un régime royal ou je sais pas, quoi. Les institutions, ils sont venus. Bien sûr. Mais là, celui qui est là, c'est aussi un militaire. C'est un militaire. Mais pourquoi est-ce que l'Élysée, pourquoi est-ce que la France n'est pas venue bavarder sur tous les toits pour dire que, ah oui, il y a un putsch qui a été fait, je suis pas d'accord. Et puis c'est pour le Niger qui viennent, je sais pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que la révolte ou bien la prise de conscience, je dirais, des peuples africains est aussi légitime parce que c'est du 2 poids 2 mesures. Ouais, c'est ça, je pense aussi. D'une part, il y a des coups d'État, il y a des bons coups d'État, et d'autre part, il y a de mauvais coups d'État. Parce que les personnes, peut-être qu'ils ont pris le pouvoir, ne sont pas, je dirais... Ils ne font pas l'affaire de la France. Justement. Voilà, ne font pas l'affaire. De l'Union européenne, de l'Occident, de la communauté. Et là où, pour moi, la CEDEAO même dernièrement a fait une erreur très grave, c'est que vous utilisez un putschiste pour aller parler à d'autres putschistes. Ils se sont défendus pour dire que non, il s'est proposé lui-même. Si quelqu'un qui est venu de façon anticonstitutionnelle, comme vous le dites, vient se proposer pour une négociation, vous devez lui rappeler que vous êtes venu par une voie qui est illégale. Donc, comment utiliser quelque chose d'illégal pour régler un problème que vous-même vous dites que c'est illégal? Tu vois que il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc, normalement, le discours qu'ils tiennent doit aussi se ressentir dans les actes, pour moi. Et c'est là, je peux dire, c'est ce changement réel que le peuple aujourd'hui aspire. C'est à ce changement que le peuple aspire, en fait. Ils ne veulent plus de CEDEAO, de chefs d'État, mais plutôt de CEDEAO des peuples. Bien sûr. La CEDEAO doit écouter le peuple sur lequel ils gouvernent. Bien sûr. Pour connaître leurs aspirations, pour faire réellement pour réaliser la vue du peuple. Voilà. Et puis, c'est clair, on veut un pouvoir pour servir le peuple. Bien sûr. Un pouvoir pour se servir. Donc, si après, le peuple n'est pas d'accord avec ce que tu fais et que, par exemple, il y a eu un push ou il y a eu un coup d'État ou que le peuple même soutient ce coup d'État, mais ça reste à comprendre. Ça, on n'a pas forcément besoin de tout réfléchir pour comprendre. Ça veut dire quelque part, toi, tu étais là, tu faisais pas ce que tu devais faire. Parce que comment se fait-il qu'un certain nombre de personnes vraiment
quasiment la majeure partie de la population sort pour te dire, ouais, nous on veut pas, on soutient ce push, on soutient ce truc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je pense que là, c'est important de souligner le taux de participation à nos élections. Oui, effectivement, ça aussi, oui. Les taux de participation sont tellement faibles que ça dénote de l'intérêt que les gens ont pour les élections. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a plein de personnes que moi je connais qui ne votent plus, tout simplement parce qu'ils ne croient plus aux élections. Ils se disent que c'est toujours truqué. D'où l'importance même de souligner le fait que, dernièrement, avec le coup d'État du Niger, il y a le président Bazoum qui a toujours accès à tous ces moyens de communication. Voilà pourquoi, en fait, il faut lire entre les lignes. Normalement, quand on fait un coup d'État, on met le président aux arrêts, il n'a plus accès à quelqu'un. Mais pourtant, le président Bazoum arrive à appeler tout le monde. Il a appelé le président des États-Unis, la France. Il a même eu le temps de rédiger un article de presse, au Washington Post. Mais ce qui est aberrant, c'est que pour moi, quand tu es séquestré, comme on le dit, quand tu es pris en otage et que tu as la possibilité de communiquer, tu dois appeler à l'aide la personne qui est, je peux dire, la mieux placée pour te sortir d'affaires. La personne que tu servais. Bien sûr, à savoir le peuple. Ben oui, je me pose la question, alors pourquoi il n'a pas fait appel au peuple et c'est aux États-Unis? Ça veut dire que tu travaillais pour qui alors? Il ne travaille pas pour le peuple. Pour le peuple. Il ne travaille pas pour le peuple. Voilà. Il ne travaille pas pour le peuple. Clairement. Parce que là, il appelle ses grands patrons probablement. Est-ce que tu vois mon frère? Donc pour moi ici, c'est le lieu d'interpeller en fait nos chefs d'État directement pour leur dire que faisons attention au taux de participation. Parce qu'aujourd'hui, clairement au Niger, moi je ne vois pas que forcément le peuple soutient les putschistes. Mais je vois à travers cette manifestation le fait que le peuple ne veut plus de Bazoum, du retour de Bazoum en fait. Oui, mais est-ce que c'est que de Bazoum? Est-ce que moi je pense que... Attends. Est-ce que c'est pas aussi ça suffit? Parce que ça, je l'ai dit dans la machine. Et c'est pas du genre, honnêtement, moi, je veux pas qu'on parle avec des langues de bois. Non, on va parler sans langue de bois. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, l'Occident ne se cache plus. Bien sûr. Honnêtement, moi, personnellement. C'est une histoire d'intérêt. Voilà. Moi, je pense que, à un moment donné, le peuple, enfin, ceux qui sont du Sahel, nous, c'est vrai, pour l'instant, ça ne nous a pas encore touché. Voilà. On espère que ça ne nous touchera pas, d'accord, mais moi, je pense qu'ils sont fatigués. Bien sûr. Et derrière, on voit que les autres sont là pour les intérêts. Tu sais, moi, je sais pas si c'est une rumeur, mais j'ai lu d'un article où, par exemple, de la junte qui disait que lorsqu'ils partent en combat contre les terroristes, parce que les supposés terroristes, parce que c'est ça la réalité, et que, par exemple, ils ont la possibilité de pouvoir dominer. Et lorsqu'on demande derrière, c'est-à-dire que demande au commandement pour voir est-ce que vous donnez l'autorisation pour qu'on puisse agir, on dit non, on va demander d'abord au boss. C'est la réalité. La même chose s'est passée au Mali. Quand l'armée malienne et l'armée française ont commencé à reconquérir le Mali, jusqu'à arriver au pôle de Kidal. Mais arrivé à Kidal, clairement l'armée française a interdit à l'armée malienne de pouvoir avancer. Et c'est là en fait que tout s'est arrêté. Et bon, les terroristes ont eu le temps, 2 ans, pour se réorganiser et revenir en puissance. Il y a un 10 au roche. Voilà, donc, et ça aujourd'hui tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait et ça a été beaucoup documenté. Le Premier ministre Choguel Maïga en parle tous les jours. Il n'y a jamais eu de démenti. Donc moi je veux dire que là, et là même c'est grave encore au Niger. J'ai suivi une interview du président Bazoum dans laquelle il disait clairement que les terroristes sont plus aguerris que l'armée régulière. Comment ça s'explique ça? Tu sais mon frère, pour très peu de personnes, moi j'ai une carrière de 15 ans dans l'armée derrière moi. Bien sûr. Quand tu es au front et que tu entends ce genre de message, je vous assure que ça va te saper le moral. En fait, c'est le moral qui fait la guerre. Oui, c'est le moral. Le moral fait 90% de la guerre. Si tu n'as pas le moral, quel que soit l'armement que tu as, mon frère, tu ne peux pas t'en sortir. Et ça, voilà pourquoi d'abord la guerre est psychologique. La guerre est psychologique. Aujourd'hui, quand l'armée américaine dit qu'elle est la plus puissante au monde, ils ne mettent pas en avant forcément le matériel qu'ils ont, mais les exploits,
les exploits qu'ils ont pu faire sur le terrain, pour que moralement, l'adversaire même soit déjà découragé avant qu'il arrive. Donc, quand un président qui lui-même est chef des armées dit que... Tiens, ces propos-là, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois que là, c'est grave. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est grave. Ah ouais. Allez, je suis d'accord avec toi. Hein. Clairement, je partage l'avis. Et moi, honnêtement, je souhaite un changement. Ouais, ça, je ne vais pas cacher. Je dis, il n'y a plus de langue de bois. Je souhaite un changement, purement un changement. Et aussi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Tu sais, mon frère, la France dit qu'elle vient en Afrique. Elle vient d'abord au Mali. Et là encore, je ne sais pas si tu as suivi les dernières actualités, mais c'est une grave erreur. Sinon, ça consterne quand même quand tu entends ce genre de choses. Comment est-ce que sur un plateau de télé, ils peuvent s'asseoir pour dire que la lettre qui a été rédigée par Bamako, demandant de l'aide, parce que voilà, soi-disant, il y avait les terroristes qui étaient sur le territoire, la France devait les aider. Cette lettre-là a été rédigée à Paris. Et c'est tellement pas même de la main des Maliens. Donc, regarde un peu. Je dirais que revient toujours dans l'actualité. Actuellement, dans le cas du Niger, le Premier ministre, je crois le ministre de la Défense et autres, ont fait des courriers à la France qui les autorisent à aller bombarder leur pays. Direct. C'est passé sur tous les médias. Hein. C'est pas possible. Voilà. Donc, pour moi, il y a tellement de questions à se poser pour dire que finalement, quel est le vrai deal qui lie en fait ces dirigeants-là avec la France? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas concrètement? Quels sont les... C'est vrai, on sait que la France est là pour ses intérêts, mais quels sont ses intérêts réellement? Parce qu'on nous dit qu'Areva, qui est devenu Orano aujourd'hui, c'est par rapport à l'uranium, et que ça ne représente que 10% de la consommation française. Mais pour moi, je me dis que c'est faux. Parce que tu ne défends pas 10% de quelque chose comme si tu as dit en dépendait. Et justement, le député français là, qui disait qu'il ne pouvait pas se permettre de quitter l'Afrique. Voilà. Il ne pouvait pas, parce que s'il quittait l'Afrique, à long terme, ça allait être une catastrophe pour l'Afrique. Bien sûr. Mais comment? Est-ce que ça, on a besoin quand même de dessiner des choses? On n'a pas besoin, nous, Africains, de nous dessiner les choses pour qu'on puisse comprendre. Et en fait, c'est ce côté paternaliste qu'aujourd'hui, les Africains, surtout francophones, ne veulent plus. Et c'est ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce à quoi la France touche, on n'en veut plus en fait. Bien sûr. Voilà pourquoi la CEDEAO aujourd'hui est désavouée. Parce que comment peux-tu comprendre, mon frère, que les sanctions que la CEDEAO doit appliquer sont annoncées par Paris avant même la CEDEAO? Tu vois comment c'est fou? La marionnette, et ça, je ne sais même pas pourquoi est-ce que vraiment des gens ne veulent pas comprendre. C'est la marionnette. C'est fou. On sait que c'est la France qui tire les ficelles partout. Voilà. Même au sein même des États, là, d'autres pays ne sont pas d'accord, mais tu n'es pas d'accord, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Ah voilà. C'est le big boss qui te demande de faire les choses. Et tu es obligé de subir. Ah, mais c'est ce que... Puisque c'est lui qui t'a mis là. Et là, je pense que les jeunes Africains sont en train de comprendre. C'est pour ça que tous ces podcasts sont faits là. C'est vrai, le tout n'est pas de détester la France. Nous, on ne déteste pas les Français. Non. La preuve en est que j'ai reçu même un commentaire. Ok, non, je crois 3 commentaires des Français qui m'ont dit clairement que, écoute, nous, on est Français, nous, on vous soutient. Ouais. Parce que c'est normal pour nous de voir la France agir telle qu'elle agit là sur le sol. Donc, on n'est pas d'accord avec. Donc, je pense que l'idée, c'est de rappeler quand même à la jeunesse pour dire qu'on est dans une nouvelle vague, comme tu viens de le dire. Et c'est une nouvelle génération. Les choses doivent changer. Les choses passées, les accords passés qu'ils ont pu tisser, qui normalement met en mal le peuple africain, tout ça doit changer. Et ça, je pense qu'on est tous unanimes, les jeunes africains sont unanimes dessus. On soutient le Niger, on n'est pas contre la France, on n'est pas contre la population française, non. On n'a rien. Il y a quand même un lien naturel qui existe entre nous depuis. Donc, mais il faut changer un certain nombre de choses pour que nous aussi, on arrive quand même à embrasser ce développement. Tu sais, faut qu'on passe à l'action. Bien sûr. Et pour moi, l'action, ce n'est pas de dire tel secteur d'activité est dominé par les multinationales étrangères, européennes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Parce que moi, je connais plein de panafricanistes tels que Kémy Séba et autres. Mais ils ont des millions d'abonnés. Moi, je ne leur ai jamais vu créer d'entreprise sur le continent. Lever des fonds avec ces millions de personnes qui les suivent, mon frère. Pour moi, c'est des choses qui peuvent changer. Parce que la mentalité, en fait, est que non seulement on doit savoir que l'argent doit tourner entre nous. Bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, dans la communauté noire, il y a eu une initiative qui est très intéressante où ils ont créé vraiment un black label. Où, ça veut dire d'abord, les Noirs doivent aller consommer chez les Noirs. En fait, ce n'est pas de la xénophobie. Mais je préfère que mon argent parte à mon frère d'abord pour le développer avant que ça ne sorte de la communauté. Donc, pour moi, aujourd'hui, si moi je me réclame d'être panafricaniste, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit agir. En nous mettant ensemble.
en créant des choses grandes, puissantes. Parce que quelle que soit la situation, une entreprise européenne qui vient s'installer, qui va acheter ses produits? C'est des Africains. Et là même, ça tombe bien parce que quand on regarde dans le fond, on se rend compte qu'en réalité, ces multinationales qui s'installent dans nos continents là sont un outil de chantage pour non seulement pour les dirigeants, mais pour les peuples aussi. Ah, mais bien sûr. Et ce que tu as évoqué, c'est très important. Tout à l'heure, je pense qu'on va en parler. Se battre sans vraiment mettre en place des perspectives, sans vraiment mettre des idées, pour contrecarrer ou je dirais mettre des choses en fait sur lesquelles on pourra s'appuyer plus tard. Si on fait ainsi, en fait, notre bataille va échouer, c'est clair. Notre bataille ne sert à rien parce que on peut même dire, ok, voilà, les Français peuvent dire, bah voilà, on vous laisse tranquille. Mais s'ils nous laissent tranquille, que tout le monde s'en va, finalement, nous, on fait quoi? Si on n'a rien mis. Mon frère, voilà pourquoi on doit être conscient. L'histoire, en fait, un peuple qui ne connaît pas son histoire, mais cette histoire malheureuse risque de se répéter. Il faut qu'on se prépare au changement. Bien sûr, là je suis d'accord, totalement d'accord. Il faut qu'on se prépare parce que il y a eu quand même des actions très fortes qui ont été menées par certains présidents, tels que Mugabe. Oui. Tu sais, en Afrique australe, le Zimbabwe était le grenier de l'Afrique australe. Tout simplement parce que, avec leur vaste terre, disons, les propriétaires ont hérité de cette terre-là, de la colonisation. C'était les Blancs, les colons, qui ont hérité de cette terre. Après la réforme agraire, à travers laquelle on a rétrocédé les terres aux Africains, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils n'ont pas pu exploiter. À tel point qu'aujourd'hui, c'est la famine. Les mêmes terres là sont là. Bien sûr, c'est le programme alimentaire mondial aujourd'hui qui est obligé de venir soutenir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens de quitter, voilà pourquoi j'aime bien le système russe, mon frère. Faut pas qu'on va venir les taper. Non, même pas. Mais la réalité crève les yeux. Quand l'Occident a sanctionné, quand tout le monde entier, disons même, a sanctionné la Russie, et que les entreprises ont commencé à se retirer, s'ils n'avaient pas la capacité de reprise de ces activités, et nationaliser tout, non seulement les entreprises. En réalité, aujourd'hui, la Russie était morte. Bien sûr. Donc, chez nous, c'est la même chose. Si jamais nos pays veulent un changement, et puis aujourd'hui, bon, on prend les grandes usines de chocolaterie qui sont en Côte d'Ivoire, qu'on dise qu'il faut qu'on les nationalise. Mais qui a la capacité? Combien de personnes ont la capacité de reprendre? C'est ça. On a eu l'exemple au port. Quand Bolloré a libéré le port, mais qui a repris le port? Une autre entreprise occidentale, mon frère. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit quitter dans le bavardage inutile et passer à l'action, en fait. Se préparer au changement. Parce qu'il ne faut pas faire le changement et puis essayer de s'adapter. Non, on se prépare avant que le changement n'arrive. Quand le changement arrive, le peuple est déjà prêt pour accepter. Ça, c'est clair. Et je pense que ce changement doit partir déjà par l'unité. Voilà, l'unité dans notre manière de voir les choses, de faire les choses, de concevoir. Et pourquoi pas, je dirais, peut-être d'entreprendre ensemble, comme on en va parler. Mais bien avant, je vais quand même qu'on puisse être d'accord sur un point, sinon te demander ton avis sur un point. Que penses-tu en fait de la situation, on va dire, de la CEDEAO actuelle, et surtout de semblant de mesures, voilà, d'intervention qu'ils veulent faire? Est-ce que pour toi c'est un échec, ou bien on va dire pour l'instant on ne doit pas crier victoire tôt et observer les choses? Moi je me dis que, tu sais, avec mon expérience militaire, en fait on ne va jamais attaquer un peuple ou bien un pays dont les dirigeants sont soutenus par leur peuple. Jamais. Bien entendu, parce que là, le peuple soutient les En fait, tu ne pourras pas tuer tout le monde. Ça, c'est clair. Tous les pays, en fait, où leur peuple les soutenait, les dirigeants sont là jusqu'à aujourd'hui, malgré la guerre. Oui, et ça a été le cas de, personnellement, Hugo Chavez. Je pense qu'il avait son peuple qui était fortement derrière lui. Et même il avait même eu un coup d'état chez lui. Justement. Un coup d'état chez lui où le peuple allait soulever le président déchu pour dire non, c'est pas moi je veux. Voilà, les autres l'ont dégagé parce qu'en fait, et tout. Donc, je pense que ce que tu dis, parce qu'en fait, une intervention militaire doit tomber à point nommé. Quand le peuple ne soutient plus un président, là, ou bien ne soutient pas un putsch, là, directement, on a vu le cas de Yahya Jammeh.
quand il a raté son élection, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Très tôt. Mais là, rapidement, en fait, le peuple, déjà, s'était déjà soulevé. C'était dit que, bon, écoute, à un moment donné, on veut plus de toi. Dans cette situation, mon frère, en tout cas pour ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, on voit clairement que le peuple aujourd'hui, nigérien, est prêt à mourir pour ne pas que Bazoum revienne. Pour moi, c'est ce qui m'interpelle, en fait. Mais en fait, ça, je suis d'accord avec cette opinion. Mais comment est-ce qu'un peuple, en fait, qui avait son président, après derrière, il n'est pas aussi détesté dans son pays? Non, peut-être que c'est sa fonction de président qui faisait qu'à un moment donné, on se disait non, peut-être que tu les laisses pas bien et tout, mais tu n'en es pas aussi détesté. Mais comment on peut expliquer le fait que ton peuple te désavoue? Et derrière, on peut pas, c'est pas possible qu'on te désavoue forcément quelque chose derrière. C'est ce que je veux qu'on souligne. C'est parce que c'est un soutien de la France qui actuellement il n'est pas aimé, ou bien c'est parce que clairement le monsieur n'était pas, il faisait pas son poids en tant que président. Parce que en fait, c'est à cette problématique. Bien sûr, moi aujourd'hui je pense que, en fait, le coup d'État qu'on voit là est la résultante en fait d'un long processus de problèmes. Je dirais pas que ça a commencé aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Clairement, c'est l'addition de plusieurs problèmes. Non seulement la sécurité, mais l'inféodation du dirigeant à la France, le fait qu'il a sapé le moral de la troupe et la détérioration probable peut-être de l'environnement même sécuritaire, même si c'est pas forcément, même si c'est un peu général dans la région, dans le Sahel, mais en fait, tout ça additionné finissent en fait par avoir ce genre de résultats malheureusement. Donc pour moi, on ne doit jamais faire de menace si on n'a pas la capacité de la mettre en exécution. Nous réclamons des pays étant en démocratie. Alors qu'on sait très bien que pour mettre en marche une armée vers un autre pays, ben, ça ne passe pas forcément par la seule décision du président de la République. Généralement, les constitutions vont nous dire qu'il faut passer par le Parlement, même si, bien sûr, le président a des moyens avec des ordonnances pour pouvoir les contourner. Mais normalement, quand vous faites une intervention militaire, il faut derrière que vos peuples vous soutiennent. Mais aujourd'hui, clairement, mon frère, clairement, moi, je ne crois pas en cette intervention militaire. Parce que tout simplement, les pays même qui vont envoyer des militaires, le peuple de ces pays-là même ne sont pas d'accord avec cette intervention. Parce qu'on n'a pas envie quand même d'être des ennemis du Niger ou du Burkina. Moi, je ne dirais même pas forcément même ennemis. Moi, les dommages collatéraux, mon frère, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2010. C'est des militaires qui se faisaient face. Mais il y a eu combien de morts civils? 3000. 3000. C'est ce qu'on a déclaré. Est-ce que tu vois? Donc, derrière, quelle que soit la situation, c'est le peuple qui va toujours subir le lourd tribut. Donc, les populations alors de ces pays, même si le Nigeria s'est engagé, la Côte d'Ivoire s'est engagée, le Bénin, je crois, avec d'autres pays. Le Bénin un peu abstenu, mais il y a le Sénégal. Il y a le Sénégal qui s'est engagé. Mais que dit l'opinion publique de ces pays-là? Que dit l'opinion publique? Parce que c'est ça. Toi-même, en tant que président qui engage tes troupes, si jamais il y a un renversement de situation alors que ton peuple ne te soutient pas, ça peut être... Mais toi, on ne te laisse pas. En réalité, ça peut être quelque chose. C'est le même problème que vivent les autres. Voilà. En tout cas, là, c'est bien clair. Je pense que on est entièrement d'accord là-dessus, sur ce point-là aussi. Mais bon, après, je pense que comme on a dit, on a signifié déjà plus haut, les Africains doivent comprendre une chose, que c'est étant donné, en fait, qu'on arrive à faire les choses. Et ce combat-là, c'est pas un combat que pour le peuple nigérien. C'est un combat pour tous les Africains. Bien sûr, la liberté. Tu veux couper tout ce comme racines. Comme l'a dit Alpha Condé, et puis bon, c'est devenu polémique à la télé. Couper les racines, mais en réalité, on le souhaite parce que on veut être libre de pouvoir choisir nos partenaires commerciaux. Alors, on ne veut pas que des gens viennent nous imposer celui qu'on doit traiter ou celui qu'on ne doit pas traiter. Et ça, c'est le plus important. Mais pour toi, je vais dire que moi, personnellement, je pense que déjà l'entrepreneuriat est une voie, d'accord, qui peut aider énormément l'Afrique. Ben, on est d'accord qu'ici, on n'est pas vraiment puissant, individuellement, on n'est pas vraiment puissant. Et nos entreprises ont vraiment tendance à un moment donné, lorsqu'ils commencent à croître, à certainement, péricliter, parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de politique forte qui soutiennent ces entreprises-là à un certain niveau, tel point qu'ils puissent durer même des années sur des années.
les entreprises ne durent pas forcément dans le temps, et ça, c'est dommageable, il faut le dire. Mais, personnellement, je pense que l'unité, si on arrive quand même peut-être à se mettre ensemble, pourquoi pas, créer des choses, développer ou même avoir vraiment des entreprises qui sont solides, ensemble, je pense que quand même, on pourra quand même changer beaucoup de choses. Et sur cette question, parce que je sais que je te vois aussi souvent, tu es en plein sur une communauté que tu es en train de mettre en place, tout comme moi d'ailleurs, au niveau des abonnés, vous savez, on est sur notre communauté. Là, les choses se passent super bien. Mais il y a aussi M. Fofana qui est en force avec une communauté. Alors, est-ce que tu nous expliques un peu ta politique, déjà, avec ta communauté, et quelle est ta vision aussi pour l'Afrique? Parce que voilà, c'est l'Afrique qui gagne. D'accord. Merci beaucoup d'aborder ce point-là. Mais avant de répondre à ta question, en fait, ce que je vais dire aux autres, à tous ceux qui nous suivent, c'est que faut pas attendre d'avoir des millions, des milliards pour se mettre ensemble. C'est ça. En fait, c'est être seul, qui est mauvais. Si vous êtes 2, c'est déjà bon. 3, c'est déjà bon. 4, 5, 10, c'est déjà mieux que être seul. C'est ça. Parce que seul, on peut faire des choses, mais on va pas très loin. Voilà. On va très loin lorsqu'on est ensemble. On est beaucoup plus... En fait, nous, malheureusement, avec notre formation, surtout dans l'espace francophone, on a un esprit, je dirais un esprit d'assister à vie. Voilà pourquoi la majorité des jeunes préfèrent aller travailler à la fonction publique, parce que là, c'est tranquille. Tu sais que, bon, on ne renvoie pas comme ça si tu n'as pas fait des gaffes et autres. Pour joindre l'acte à la parole, parce que tout de suite, j'appelais quand même les panafricanistes à passer un autre cap, à quitter en fait seulement que dans les discours. Parce que pour moi, il y a juste des effets d'annonce en fait qu'ils ont fait que les gens ont abandonné le combat. On a vu le combat du franc CFA. On a juste annoncé qu'on changeait le nom. Ça n'a même pas été fait. Mais bon, aujourd'hui, on a des choses aussi qui sont en attente. Moi, honnêtement, pour l'instant, on va pas aller trop vite en besoin là-dessus. Quand tu obtiens quelque chose, il faut encore insister pour obtenir le reste. Oui, mais on n'en parle plus, mon frère. Bien sûr, mais il y a une chose. Vu que ça a été asphyxié et on sait par qui. Et pour moi personnellement, c'est mon avis, je pense que déjà, le combat qu'on est en train de mener actuellement là, et les petits bouts chimés qu'on est en train de prendre tout doucement, c'est des choses en fait après que nous permettront d'avoir la force suffisante pour pouvoir engloutir cette histoire de France et faire les choses. Voilà pourquoi il faut passer à l'action. Bien sûr. Oui, ça, je suis et à notre petit niveau, on a lancé alors ce que j'ai appelé le Fofana Business Club. Tout simplement, c'est un club d'investisseurs africains qui ont l'ambition de réaliser des projets de très grande envergure. Parce que bon, toi et moi, on réalise des projets de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions seuls. Mais quand il s'agit de réaliser des projets de centaines de millions, c'est vrai, tu as la possibilité de faire, mon frère, sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment donné, je serais quand même fatigué financièrement. En fait, le temps, parce que le temps aujourd'hui joue contre nous. Il faut qu'on arrive à réaliser des choses, des grandes choses, très rapidement. Et ça, c'est grâce à la communauté, en fait. Super. Et ça, c'est grave. Parce que pour moi, c'est ça. La clé pour qu'on aille plus vite et loin, pour que nos entreprises puissent nous survivre. Parce que c'est ça. Il y a des entreprises qui sont de référence, qui ont 400 ans, 200 ans d'existence. Bien sûr. Et c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Et c'est pas des choses qui existent chez nous ici, malheureusement. Justement. Parce que, Donc, aujourd'hui, mais tout simplement parce que si toi, en tant que dirigeant, tu possèdes 100% de ton entreprise, c'est toi celui qui a la vision. Il n'y a personne d'autre à qui tu as pu transmettre cette vision. T'es parti, c'est fini. Donc, on a vu plein d'entreprises mourir comme ça. Mais pourtant, si on est dans une communauté dans laquelle nous sommes tous co-actionnaires, au même titre, nous partageons nos idées, nous partageons nos expériences, parce que c'est ça le plus important. Il faut se nourrir de l'expérience de l'autre. C'est ça. Ça te fait avancer. Plusieurs têtes qui réfléchissent, ça fait toujours quelque chose de potable, d'intéressant. Et ça, moi, je l'ai dit, je te coupe pas, mais je le dis toujours lorsque, par exemple, je passe sur la chaîne par rapport à ma communauté, je dis que le fait d'avoir plusieurs idées, de rassembler, moi, je sais, mon père a toujours dit que 2 têtes valent toujours mieux qu'une. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que, forcément, 1 tête, 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes, 20, 200 têtes, 700 têtes réunies en train de réfléchir sur quelque chose, le taux d'échec est très faible. Très faible. On va pas dire qu'on va pas échouer, mais le taux d'échec est très faible parce que il y a certaines personnes qui ont déjà réalisé cette chose-là, qui donnent leur expérience, qui partagent, qui disent non, là, on est en train de prendre, pas partir comme ça parce que je suis déjà passé par là, voilà ce que ça m'a fait. Voilà. Et imagine-toi que lorsqu'on arrive à faire les choses comme ça, mais forcément, on arrive à les réussir. Bien sûr. Parce que c'est ensemble.
Et là, je suis parfaitement, entièrement d'accord avec toi sur ce volet. Et je pense que c'est une idée que je partage d'ailleurs. Voilà, comme tu le sais, on est en train de préparer tout ça. Et je te soutiens également là-dessus. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu partages. Et là, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai dit aux gens de se lancer? Parce que nous-mêmes, nos résultats sont exceptionnels, mon frère. À ce jour, on est déjà plus de 1600 personnes dans le canal Telegram. Un mois, c'est comme c'est un mois que vous avez. Ok, c'est intéressant. On n'a même pas communiqué, je dirais, à outrance. On n'a pas encore communiqué à outrance, mon frère. Ça fait 1600 personnes. Et aujourd'hui, ceux qui se sont inscrits effectivement pour pouvoir investir dans notre premier projet, qui est la construction d'une mini-cité. Ok, d'accord. C'est 130 personnes, mon frère. Waouh. En un mois. 130 personnes, 130 Africains d'ici et de la diaspora. Qui veulent se mettre ensemble déjà, pour réaliser. Se sont déjà mis ensemble. Ah oui. Même pas le voir. Parce que je dis, peut-être c'est les 1600 qui veulent. Mais déjà, il y a déjà 100 personnes, 130 personnes pour être exact, à ce jour, après juste un mois, qui se sont déjà inscrits, qui ont déjà commencé à payer. Clairement, il y a un besoin qui est là. Mais bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un besoin. C'est comme si les gens cherchent vraiment à se mettre ensemble. Bien sûr. Et moi, je le dis, je le répète, ce sont ces gens d'habitude-là. Ce sont des gens d'idéologie, sinon de manière de faire que moi, je veux décupler. Je veux qu'en fait, cela soit un peu vu, fait partout un peu en Afrique. En fait, ce soit un modèle. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est comme si, par exemple, ce que toi tu fais, toi tu arrives à créer une communauté. Moi, j'arrive à créer une communauté. Le monsieur qui arrive à créer une communauté. Chacun de nous arrive à créer une communauté. On se soutient, bien sûr. On partage des expériences. Mais derrière, parce que on est une communauté et on est eux, on est beaucoup plus fort. Et on arrive à réaliser les choses ensemble. Mais l'image que tu viens de donner là, en fait, prend tout son sens parce que demain, ta communauté et la tienne peuvent se mettre ensemble, créer, bâtir encore un projet d'envergure 10 fois plus puissant. Et là, je suis entièrement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est clair. C'est comme ça. Mais c'est clair. Et je suis d'accord, c'est clair. Et je pense que c'est avec ça, cette vision peut être vraiment une solution. Voilà. Honnêtement, cette vision peut être une solution. Et je partage, c'est pour ça que je me bats actuellement. Là, on est en train de travailler fortement sur la nôtre. Donc, franchement, ça donne quelque chose d'intéressant, tout comme tu es en train de faire avec la tienne. Mais je veux dire, tu vois là, ce que tu viens de mettre en avant, c'est très important. On peut avoir des communautés de 1 million de personnes, c'est possible. Et puis derrière, les 1 million de personnes, parce qu'on est suffisamment fort, on peut s'allier avec d'autres communautés pour, pourquoi pas, reprendre des secteurs, construire des choses, parce que tout ça va profiter à l'Afrique. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, mon frère. Alors, je pense que là, on est en train de toucher un point qui, franchement, qui me fascine, qui me plaît. Et je pense que à nous de s'encourager vraiment mutuellement parce qu'on a su des choses qui sont super, super intéressantes. Et je te félicite aussi également sur ta communauté parce que ça allait quand même vite, très vite. Et aujourd'hui, on voit quand même les résultats qui sont en train de sortir. Et là, franchement, c'est bien de le faire. Et il faudrait qu'on partage cette idée-là un peu partout. C'est ça. Parce que c'est ensemble, je le répète, je dis toujours, c'est ensemble qu'on est fort. Parce que l'on peut faire des choses, mais ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est ça. Donc franchement, merci encore une fois à toi. On est à la fin, plus ou moins, de notre entretien. On a quand même parlé un peu beaucoup. On a parlé un peu de la situation et puis après, on est revenu sur les différents projets. Voilà. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Donc, je te dis merci encore une fois. Merci, mon frère. Et te demander ton petit mot de fin. Voilà, pour. Mais comme d'habitude, mon frère, l'Afrique nous appartient. Bien sûr. Personne ne viendra développer notre continent pour nous. Pendant toute cette vidéo, les abonnés ont dû entendre Afrique, et non Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Non, pas du tout. Pour nous, c'est pays, parce que c'est pas nous qui les avons créés. On a hérité de ces frontières de la colonisation. Donc pour nous, on parle aux Africains. L'Afrique nous appartient. C'est à nous de le développer. C'est clair. On ne pourra pas le développer seul, mon frère. Les frontières peuvent exister physiquement, mais elles ne doivent plus exister dans la tête. C'est clair. C'est mon mot qui est là. Super. Merci encore, mon frère. Alors, les gars, j'espère que la vidéo vous sera utile. Mais vous savez, c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on est beaucoup plus meilleur. Et les gars, gardez en tête, notre continent, c'est notre continent. Personne ne viendra, comme il a dit, développer pour nous. C'est nous qui devons développer notre continent. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? C'est de s'unir. Et c'est l'unité. C'est l'union qui fait la force. Merci encore une fois. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, les gars.